Elle est d'actualité, hein, je me lance, puisqu'on a vu que la Direction générale de la santé préconise une troisième dose pour ceux qui ont reçu déjà les 2 doses. La question, c'est technique, comment on va pouvoir faire ça, quoi, je veux dire, surtout que les délais, on en est en dehors, quoi. Donc on est un petit peu inquiet sur cette question et cette annonce, quoi. Surtout que dans notre région, ça n'a pas été pris en compte et qu'on ne sait pas vraiment qui est vacciné ou pas. Ben, disons que donc effectivement hier soir la DGS, Direction générale de la santé, a publié une recommandation qui stipule que les patients transplantés et dialysés, les patients très immunodéprimés avec d'autres pathologies également, doivent faire l'objet d'une troisième vaccination, d'une troisième injection. Alors c'est un petit peu une surprise parce qu'en fait, il était plutôt prévu que la haute autorité de santé, la HAS, donne son avis et qu'ensuite on applique cette recommandation d'une troisième dose. Donc, cette troisième dose, elle se justifie par le fait que les premières études qui sont disponibles montrent un niveau de protection vaccinale chez les patients transplantés, chez les patients dialysés, qui est relativement faible, qui paraît en tout cas insuffisant par rapport au risque de survenue de la maladie. Alors, ce commentaire, il faut le faire avec un certain recul parce que cette infection mondiale, virale, est quand même une situation particulière dans la mesure où on voudrait les résultats des études avant que les études soient menées, bon, pour le bien des patients évidemment. Hein, nous souhaitons tous que les choses soient le plus contrôlées possible et que les infections soient le moins sévères possible, mais on est dans une situation particulière où des vaccins ont été mis au point très très rapidement, mais l'effet de ces vaccins dans certains groupes de patients ne peut pas être évalué de façon extrêmement fine très très rapidement. Alors, je pourrais poser la question à Madame Kessler, par exemple, pour ce qui est l'hépatite B. Hein, aujourd'hui, on considère que l'hépatite B, c'est une affaire connue, banale, etc., dans sa prévention par la vaccination. Mais il n'empêche que le protocole de vaccination des patients dialysés ou atteints d'insuffisance rénale importante pour l'hépatite B est différent de celui de la population. Mais ça n'a pas été établi comme ça en quelques jours. Ça s'est fait en plusieurs mois, plusieurs années. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, madame. C'est-à-dire que oui, effectivement, ce n'est pas la première fois. Je crois que ça n'a pas été une surprise pour nous de savoir que la réponse immunitaire des insuffisants rénaux en général, enfin sévère en général et en particulier des transplantés, était moins bonne que celle de la population générale. D'ailleurs, je peux vous dire que je suis vraisemblablement pas loin de vous, parce que l'autre population qui répond moins bien, c'est les personnes d'un certain âge. Hein. On sait bien que la réponse vaccinale diminue avec le temps et vraisemblablement chez les plus de 75 ans, il y a des réponses immunitaires qui sont moins importantes. Mais moi, je voudrais quand même rester positive parce que en lisant beaucoup ces derniers temps, je peux vous dire qu'il y a quand même un fait, c'est que on mesure quand on fait ce qu'on appelle une sérologie après vaccination, on mesure les anticorps qu'on dit neutralisants. Mais ce qui est absolument vrai, c'est que personne aujourd'hui ne peut vous dire quel est le taux qui est indispensable pour être correctement couvert. Donc, est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 1000, etc. On n'en sait rien. Et il est possible, c'est pas sûr, mais que même un taux faible d'anticorps soit complètement protecteur.
Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne recommande pas de faire un suivi sérologique après vaccination. Mais malheureusement, l'étude qui a été montrée, qui est une étude canadienne, je crois, hein, Luc, la fameuse étude américaine. Américaine, il me semble, je crois que je ne sais plus si c'était canadien ou américain. Il y en a plusieurs. Elle donne des taux et elle montre que quand vous avez 30 ans, vous avez une super réponse. Quand vous avez 75 ans, elle est moins bonne. Et quand vous êtes transplanté, elle est moins bonne. Mais on ne sait pas s'il y a une proportionnalité, si la protection est proportionnelle au taux d'anticorps. Ça, personne ne peut le dire. Il n'y a aucune étude qui permette de la... Et tant qu'on n'aura pas des études de suivi des greffés, et en particulier, ou des dialysés, dans le temps, pour voir combien refont une maladie grave, hein, c'est ça. Parce que peut-être que vous allez, comme moi, possiblement vous réinfecter. Mais ce qu'on pense, c'est que vous ne ferez pas, nous ne ferons pas de forme grave de la maladie. Et je ne pense pas qu'il y ait d'études à l'heure actuelle qui montrent la qualité vraie, clinique, de la couverture dans des populations différentes. Donc voilà, il y a des éléments effectivement qui peuvent être problématiques, mais je pense qu'il faut les voir avec optimisme, et pour l'instant se dire que tous ceux qui ont reçu les 2 doses ont au moins une bonne protection vis-à-vis des formes graves de la maladie, et pas, parce que ça c'est autre chose, mais peut-être que quelqu'un va nous demander, et vous savez que c'est un vaccin qui ne protège pas de l'infection. Hein. Vous êtes tous bien au clair là-dessus, c'est-à-dire que les vaccins que nous avons actuellement ne protègent pas du portage du virus. On peut se contaminer, mais on est pour l'instant, les études ont montré autour de 90-95% protégés des formes graves. Et c'est ça qui est important. Juste avant de passer la parole à Alice Meyer, un petit complément par rapport à ce que vient de dire Madame Kessler. Donc c'est au niveau de l'échelle nationale, il y a eu, donc vous savez que nous discutons assez facilement avec Internet aujourd'hui, et donc il y a eu un rapide sondage sur les survenus de cas Covid graves parmi les transplantés vaccinés. Et donc ça c'est un repère important, parce que c'est ce que vient de dire Madame Kessler, c'est que c'est bien la survenue de formes graves chez les vaccinés qui nous inquiète. Et donc très peu de cas ont été rapportés, c'est en tout cas moins de 1 pour 1000. Et donc, effectivement, le niveau d'anticorps ne semble pas aussi élevé chez les transplantés, chez les dialysés que dans la population, mais quant à la fréquence de la survenue des formes graves, ça ne se semble pas, être aussi important. Et en tout cas aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que et les transplantés, et les dialysés, et les patients que nous avons, que nous prenons en charge, ont mis en œuvre de façon très scrupuleuse les gestes barrières maintenant depuis 1 an, et que on a quand même la démonstration que ça marche, et que donc ça c'est aussi une façon de souligner que on peut quand même se protéger efficacement. Le virus n'est pas un virus qui est un niveau de contagiosité extrêmement incontrôlable. On a des moyens de le contrôler les choses. Voilà, Alice Meyer, une question. Alors, du coup, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit. Vous avez parlé quand même de quelques cas qui ont fait des formes graves. Est-ce qu'ils avaient, par exemple, d'autres comorbidités, en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu des formes graves? C'était un sondage rapide et pour avoir un petit peu une idée de la problématique au niveau national, mais je n'ai pas de détails. Mais là, c'est ce que vient de dire Madame Kessler. En fait, il faut du temps et du recul pour définir un protocole qui va permettre d'avoir un contrôle des formes graves. Et ça, on ne peut pas
le faire aussi facilement que ça. Donc, moi, je pense vraiment que ce qui a été fait, là, actuellement, du point de vue de la vaccination, a un niveau d'efficacité non négligeable. Madame Kessler ? Oui, si on prend l'exemple de l'hépatite B, on n'a pas mesuré systématiquement les anticorps chez les malades qu'on avait transplantés, mais à partir du moment où la vaccination contre l'hépatite B a été généralisée chez les dialysés, chez les greffés, nous n'avons plus observé d'hépatite B aiguë. Donc, c'est une façon. Alors, l'hépatite B, ce n'est pas du tout le même virus que le coronavirus, mais c'est une façon de vous montrer. Et par contre, on savait qu'avec le temps, les anticorps allaient diminuer et que déjà spontanément, même après 3 injections, ils avaient des taux d'anticorps, quand on les recherchait, qui n'étaient pas extrêmement élevés. Donc voilà, moi je suis très rassurante pour l'instant. Je ne peux rien vous dire de formel, mais je pense quand même que il ne faut pas, parce qu'on est quand même dans un monde curieux, hein, on est effectivement dans un monde qui a pu mettre sur le marché en 1 an un vaccin, ce qui est absolument incroyable, mais ça veut dire que la seule chose qu'on peut dire de ce vaccin, ou de ces vaccins, c'est qu'ils protègent des formes graves, point. Et le reste, il ne faut pas essayer de se dire oui, mais si mes anticorps sont comme ci, comme ça, ils protègent des formes graves, tous, et que c'est tant mieux. Hein. Pierre Cuevas. Oui, alors on sait que tant Moderna que Pfizer font des recherches pour adapter leur vaccin aux variants. D'abord, est-ce que vous savez où on en est? Et deuxième question, c'est est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'attendre pour faire la 3e dose, ce nouveau vaccin qui nous protégerait, ou est-ce que c'est pas grave d'en faire 3 ou 4 d'affilée des vaccins? Alors, on n'a pas de visibilité de ce qui se passe chez Pfizer et Moderna, ça à notre niveau, et je crois que ça serait présomptueux de faire des hypothèses. Bon. Tout de même, on a énormément parlé de ces variants, mais l'impression générale, c'est que on n'est pas vers quelque chose qui est encore une fois incontrôlable au niveau de notre région et de notre pays. Sauf peut-être la Brésil. Voilà. Alors il y a la question depuis hier soir aussi de l'AstraZeneca qui ne doit plus être utilisée en Moselle. À cause du variant sud-africain, mais lorsqu'on regarde les descriptions autour du variant sud-africain, on peut pas. Il semble qu'il n'a pas complètement explosé en Moselle et qu'il est sous contrôle. C'est plus une mesure, je dirais, de prévention qui montre que le Pfizer, du fait que le Pfizer et le Moderna ont montré dans d'autres régions du monde leur efficacité contre le variant sud-africain, que on préconise ces vaccins-là plutôt que l'AstraZeneca. Et je peux même vous dire que suite à la directive de la DGS d'hier soir, nous sommes au niveau du service, nous sommes en train de préparer un document qui va être adressé personnellement à tous les transplantés de la région, qui dépendent de Nancy, hein, les 1376 transplantés qui dépendent de Nancy, ont un courrier dans lequel on écrit qu'il ne faut plus utiliser pour ces patients-là l'AstraZeneca. Je pense qu'il n'y a qu'à généraliser ce qui est dit pour la Moselle, parce qu'on est tellement proche de la Moselle et donc on prépare un courrier qui va expliquer à chaque patient ce qu'il doit faire par rapport à sa situation au moment où il reçoit le courrier, s'il a reçu 2 injections, une injection de quel vaccin, s'il a fait la maladie ou pas, comment il doit réagir. Donc ce courrier va partir dans les prochains jours et sera dans la boîte aux lettres de tous les patients d'ici le début de semaine prochaine. Je précise aussi que pour ce qui concerne les dialysés,
la décision revient aux responsables de chaque centre de dialyse de s'organiser pour faire une 3e injection aux patients. Peut-être ajouter une petite chose à la question de M. Cuevas sur l'avenir. Parce que, certes, on est relativement rassuré de ce qui se passe en ce moment et on est à peu près certain que si une grande quantité de Français sont vaccinés, une grande quantité, on pourrait être tranquille pour les mois à venir. Mais que très vraisemblablement, parce que les coronavirus, en dehors de celui-là, ceux qui sont bénins, que les pédiatres connaissent bien, puisque c'est une maladie infantile, tous les ans, ils reviennent. Hein. C'est un peu comme la grippe. Donc, il faut pouvoir se projeter dans l'avenir. Et l'avenir, il y a deux solutions. Soit c'est comme la grippe, on étudie bien les variants et on fait un vaccin tous les ans contre le variant le plus fréquent. Soit, il faut savoir, alors c'est au début, ça, c'est vraiment au début de la recherche. À l'heure actuelle, il y a des recherches qui se font sur un vaccin universel contre le corona, c'est-à-dire qui serait indépendant. Alors, ne me demandez pas quel est le principe virologique, parce que je ne le connais pas, mais en tous les cas, j'ai lu quelque chose là-dessus, sur ce vaccin qui pourrait être universel et qui, à ce moment-là, qu'on pourrait refaire et reproduire. Parce que l'année prochaine, il faudra de toute façon, qu'on soit revacciné, très vraisemblablement. Enfin, disons qu'il y a des chances pour que. Donc vous voyez que le problème des variants, vous savez qu'au Brésil actuellement, il y a 92 variants. Le Brésil, vous avez entendu parler de ce qui se passe là-bas, c'est catastrophique puisqu'il n'y a eu aucune mesure prise. Donc catastrophique en termes de mortalité puisqu'ils sont actuellement à 200 ou 300 000 morts. Hein. C'est ce qui est affreux. Mais surtout, en ne faisant rien, il y a la lutte entre les variants, c'est-à-dire celui qui va prendre le dessus sur les autres. Et celui qui prend le dessus, c'est toujours le plus contagieux et le plus virulent. Hein, et le plus. Donc, ce qui se passe on aurait envie de dire, il faut mettre le Brésil en quarantaine mondiale, qu'on puisse plus rentrer ou sortir du Brésil, parce que du Brésil risque de devenir des choses qui seraient dangereuses. Donc, espérons le vaccin universel. Quelque chose qui a été, pour rebondir sur ce qu'a dit Madame Kessler, il y a la dimension de vaccination au niveau des dialysés, des transplantés, mais l'enjeu est aussi au niveau de la population. Et aujourd'hui, à mon sens, se vacciner, c'est un geste de protection individuelle, mais dans la population, ça va aussi devenir un geste citoyen. Pourquoi? Parce que si on se vaccine, si on évite des formes graves, eh bien, ça va désengorger les hôpitaux et ça va nous permettre de reprendre des soins réguliers et normaux. C'est une problématique qui est majeure dans notre région où l'engorgement des hôpitaux est tel que c'est difficile de fonctionner normalement. Nous ne fonctionnons plus normalement depuis plusieurs semaines. Et donc, c'est un enjeu important. Et on voit qu'on a passé la barre des 10 millions de vaccinés au niveau de notre pays. On se fixe la barre des 30 millions. On sait que les doses vont arriver, mais c'est important, ça va être important de souligner que tout le monde va devoir se vacciner. Il faut vraiment dépasser toutes les réticences pour reprendre une vie normale et aussi pouvoir permettre aux hôpitaux de fonctionner normalement. C'est un enjeu citoyen, la vaccination. C'est pour ça qu'on commence à parler, enfin, je ne sais pas si la décision a été prise, mais en tous les cas, ça a été évoqué, par exemple, de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Hein, pour les soignants,
parce que effectivement, s'ils ne sont pas vaccinés, eh bien, il reste des transmetteurs, des vecteurs possibles du virus. Et puis, ils peuvent tomber malades, et un soignant malade, c'est un soignant qu'il faut remplacer. Et donc, c'est vraiment vital. On parle quand même, on arrive à l'heure actuelle à des chiffres de l'ordre de 90% de gens ayant été en contact soit avec le virus, soit avec le vaccin. On en est quand même bien loin. Hein. Mais ce qu'il faut souligner, excusez-nous, on monopolise la parole, hein, mais vous avez le droit de prendre la parole à tout moment. Mais ce qu'il faut souligner, par exemple, au CHU de Nancy, c'est qu'on était sur un niveau de vaccination un petit peu plus de 40%, 42-43%, qui était supérieur à la moyenne nationale. Et en fait, depuis un mois, il y a 2000 personnes, 2000 employés du CHU qui sont inscrites pour se faire vacciner, qui n'ont pas eu accès au vaccin. Alors, sauf depuis cette semaine, en fait, où c'est en route. Mais bon, c'est pour vous dire que là, on va vraiment atteindre largement 70-75%. Et donc, ça, c'est vraiment très important, très différent, parce que la grippe, c'était 35 à 40%. Donc, on va être à un niveau de vaccination au niveau de l'établissement qui va aller bien au-delà. Donc, ça, c'est un signe positif. Mais il faut aussi que ce soit dans la population, qu'il n'y ait pas de réticence vis-à-vis de la vaccination. Avez-vous d'autres questions? Alice a la main levée encore. Allez-y, je vous en prie. Donc, j'avais deux questions. Enfin, il y en a une qui a déjà été posée par M. Févotte, mais donc pour la troisième injection, concrètement, est-ce que on peut prendre rendez-vous, par exemple, dès à présent dans un centre de vaccination? Comment ça se passe? Et mon autre question, ce sera par rapport à la vaccination des conjoints, s'il y a quelque chose d'imaginer pour cela. C'est une question tout à fait pertinente. Donc, je vous ai dit qu'on est en train de préparer un courrier qui va parvenir dans les boîtes aux lettres dans quelques jours. Donc, chaque situation est particulière. Donc, soit les deux injections Pfizer ou Moderna ont été faites. Et à ce moment-là, donc 4 semaines au moins après la deuxième injection, il faut prévoir la troisième. 4 semaines après la deuxième injection, il faut prévoir la troisième. Donc, si c'est le cas, vous pouvez vous inscrire. D'accord. Moi, c'était 2 mois, par exemple, que j'ai eu la deuxième injection. Eh bien, vous pouvez y aller tout de suite. D'accord. Si vous avez eu la première injection et que la Pfizer Moderna, que la seconde est programmée, eh bien, 4 semaines après l'injection de la seconde, il faudra faire la troisième. D'accord ? Si vous n'avez eu aucune vaccination, il faut prévoir 3 injections Pfizer Moderna séparées de 4 semaines. Si vous avez eu une injection d'AstraZeneca, il faut attendre 12 semaines pour faire une vaccination Pfizer Moderna et 4 semaines plus tard, une seconde vaccination Pfizer Moderna. A priori, dans la région, il n'y a pas de patients qui ont eu déjà 2 injections d'AstraZeneca, donc je passe cette situation. Si par contre, dernière situation, vous avez eu une forme Covid, le Covid, ben là vous savez qu'il faut attendre au moins 3 mois pour faire la vaccination qui comporte 2 doses pour les transplanter. Ah bon? Oui, c'est aussi dans le hier soir, ça. Finalement, c'est une de plus que les personnes qui ne sont pas transplantées, par exemple, et qui auraient eu le Covid. Voilà. C'est le même principe général. On administre une troisième injection. 3 injections. Et donc, alors la seconde question, c'était que vous avez posée, je ne sais plus. Pour la vaccination des conjoints. Ah oui, la vaccination des conjoints. Donc, dans le courrier que nous avons rédigé, nous avons spécifié que selon les autorités au niveau national, il est vraiment considéré que la vaccination des personnes qui vivent sous le même toit, aux côtés d'un transplanté, d'un dialysé, cette vaccination est prioritaire. Donc, ça doit être mis en œuvre aussi, effectivement, avec l'aide du médecin généraliste, avec l'aide, ou avec le centre de vaccination. Bon,
Personnellement, j'ai déjà fait des certificats en consultation pour des personnes qui demandaient à ce que la vaccination soit recommandée pour des personnes qui sont sous le même toit. D'accord. Je sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres sujets? Ah, Monsieur Nicole. Vous pouvez brancher votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Vous m'entendez? Oui, parfait. Oui. Donc, je voulais dire que ça fait 1 an qu'on vit maintenant dans la terreur, en tout cas pour ma part, et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, en tant que greffé, jeune greffé, moi, j'aurais aimé savoir, parce que dans toutes les études, on nous dit qu'on est réellement à risque. Je voulais savoir si aujourd'hui, vous aviez un recul et surtout des traitements viables par rapport à la catégorie des greffés, mais est-ce qu'on est tous dans le même risque? Est-ce que forcément, si on est greffé, même sans comorbidité, à part l'immunosuppression, fait qu'on est forcément totalement à risque? Ou alors par rapport à quelqu'un qui va avoir de l'hypertension, du surpoids et d'autres comorbidités? Ce que je peux peut-être faire avant que Luc... Allez-y. De vous donner les résultats. Vous savez que depuis 1 an, Néphrolore Oui. a ouvert un registre qui suit semaine après semaine l'évolution de l'épidémie chez les dialysés, chez les greffés. Donc, ce que je peux vous dire, parce qu'un chiffre, ça permet quand même de fixer les choses, c'est que en Lorraine, si on prend aujourd'hui la totalité des dialysés, je commence par eux parce que c'est eux qui ont été le plus touchés. Hein. Il faut savoir que 21% des dialysés lorrains, donc 1/5 des dialysés lorrains ont fait la maladie et que chez ceux qui ont été malades, 25% sont décédés. Un quart. Hein, qui est considérable parce que je vous rappelle que dans la population générale, on estime que sur les aujourd'hui 5 millions de Français pour lesquels le diagnostic a été porté, eh bien, il y a eu 2% de décès. Et si vous prenez les greffés, eh bien, le nombre de greffés infectés est inférieur au nombre de dialysés, puisqu'il n'y a eu que 7% des greffés suivis en Lorraine qui sont tombés malades. Et parmi eux, parmi ces 7%, la mortalité a été de 13%, c'est-à-dire la moitié de la mortalité des patients dialysés. Mais ça s'explique très bien, puisque vous savez que le premier facteur de risque, ça reste, quelle que soit le caractéristique du patient, ça reste l'âge. Et que la très grande majorité des décédés dans la population générale, mais aussi dans les populations à risque, ce sont quand même des populations. Ça veut dire, pour répondre à votre question, que les facteurs de risque de la population générale se retrouvent. Monsieur Nicole, je crois qu'il y a du bruit autour de vous. C'est pas grave. Oui, ce sont mes enfants, je suis désolé. Non, il n'y a pas de mal, mais c'est juste couper le micro. Ouais. Voilà, parfait, merci. Pour montrer l'importance du risque dans la population des greffés. Moi, je voulais aussi juste rebondir, c'est que vous parlez aujourd'hui des gens qui ont été effectivement contaminés. Moi, il y a 1 an, j'étais symptomatique sur juste de la température. Donc, j'ai eu le professeur Frima au téléphone, on m'a réduit mes anti-G. Par contre, j'ai fait aucun test PCR, j'ai fait aucune sérologie rapide pour savoir si j'avais été contaminé. Est-ce que vous avez fait un diagnostic des gens qui auraient pu potentiellement être contaminés? Il y en a sûrement. Je pense que le chiffre que je vous donne, c'est des cas confirmés. Il y a sûrement, ils sous-estiment forcément la réalité. Ouais, oui, puis
y a des faux négatifs. Je crois que M. Nicole, c'était vraiment au tout début. La pandémie, c'était vers avril-mai. Hein, et donc, à ce moment-là, on était sur des tests qui étaient en train d'être mis au point, etc. Oui, oui. Bon, après, pour raconter les choses, en fin mars, avril 2020, on a été averti au début des cas les plus sévères. Et puis ensuite, après, en mai, juin, juillet, on a vu des personnes en consultation, on a eu téléconsultation avec des personnes qui nous ont signalé des symptômes qui en fait faisaient évoquer la maladie. Et puis il s'agissait en fait effectivement à ce moment-là de formes de la maladie moins sévères, n'ayant pas nécessité d'hospitalisation. Et donc bon, ça s'est rééquilibré un petit peu finalement pour montrer que l'effet de surprise initial de ce virus, hein, qui était vraiment très très inquiétant, heureusement n'était pas associé à une gravité systématique. C'était un petit peu moins inquiétant qu'on ne le pensait au début. Donc, mais bon. Alors, pour essayer de répondre aussi à l'anxiété ou au souci de M. Nicole, c'est que avec le recul tout de même, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, je crois qu'il faut bien se mettre en tête que les gestes barrières, les mesures qui sont en place ont quand même un effet incontestable. Hein, nous avons quand même nettement moins de cas aujourd'hui, et associé au vaccin, ça va aussi permettre de contrôler les choses. Et donc, bon, il faut essayer de se rassurer un petit peu. Il y a un petit écho, excusez-moi. Se rassurer un petit peu avec cette. C'est moi? Je ne sais pas qui a été enregistré. Monsieur Druy, c'est moi? Vous m'entendez là? Ah, on vous entend, Monsieur Druy, oui. On va vous passer la parole. Un instant, juste un instant, oui. Ah, donc, essayez de considérer que Monsieur Druy, peut-être couper votre micro jusqu'à ce que je vous passe la parole. J'ai peur de le perdre. Hein. Ah. Donc, essayez de considérer que on n'a plus l'effet surprise. Maintenant, on sait ce que c'est. On a certes un niveau de gravité qui est incontestable parmi les dialysés et les greffés. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Ça a été souligné par Mme Kessler. Mais quand même, on a des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour assez bien contrôler les choses et en tout cas ne pas être surexposé, quoi. Hein, alors, Monsieur Druy, voilà, je vous passe la parole. On vous entend. Là? Oui, on vous entend. Oui, alors moi, la problématique, c'est que, effectivement, je me suis fait vacciner très tôt. La première vaccination en janvier et la deuxième en février. Donc là, on me conseille donc de faire une troisième injection qui aurait dû être à 1 mois après la deuxième injection. Comment je vais réaliser? Est-ce qu'il faut que je recommence tout ou je peux me permettre de faire une troisième injection qui sera suffisante? La deuxième question, c'est... Je vais répondre à votre question, si vous permettez. Oui. Juste peut-être couper votre son, votre micro, parce qu'il y a de l'écho sinon. Mais je vous passe la parole tout de suite après. Oui, je pense que cette situation des personnes première dose janvier, deuxième dose février est déjà un délai au-delà de 4 semaines. Bon, c'est une situation qui va être assez courante. Eh bien, il faut faire la troisième injection Pfizer ou Moderna dès que possible. Et puis, 3 injections ont été faites et je crois qu'il faudra en rester là. Hein, c'est dans la lignée de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ça ne servira à rien de faire une sérologie. On aura un niveau de protection significativement élevé et donc il faut faire l'injection sans comment dire, se poser trop de questions. Oui, les Anglais ont bien montré que l'intervalle, alors s'il y a bien une chose qui reste complètement empirique, hein, aujourd'hui, c'est l'intervalle entre les injections. On ne sait absolument pas si on avait dit d'abord 3 semaines, puis 4 semaines. Les Anglais ont fait 6 semaines, 8 semaines, et ils ont montré que ça marchait très bien. Donc ne soyez pas. C'est un boost. Hein. La deuxième et la troisième, c'est un boost, c'est-à-dire qu'en fait, ça restimule l'immunité pour faire augmenter les anticorps. Oui.
C'est pas l'intervalle entre les deux, il faut fixer un intervalle, mais Le rappel vise à un effet un petit peu exponentiel là, pour démultiplier l'effet. Donc, la troisième injection aussi. Donc, il faut vraiment considérer que ce sera efficace. Oh, oui. Une seconde question, monsieur Drouy ? Oui, on parle beaucoup des greffés, des dialysés, mais on ne parle pas des donneurs vivants. Est-ce qu'on les considère comme des insuffisants rénaux chroniques et donc ils ont le même programme que les greffés? Alors là, je pense vous pouvez couper votre micro. Merci. Donc non, les donneurs vivants ne sont pas des patients insuffisants rénaux. Ils ne sont pas à risque, ils ne sont pas des insuffisants rénaux. Nous regardons de très près leur évolution. Ils n'évoluent pas vers une insuffisance rénale significative qui les ferait entrer vers des stades très avancés. Par définition, Mme Kessler va sûrement prendre la parole, puisque c'est elle qui a piloté tout ça, vous savez bien, pendant des années. Et donc, non, les patients donneurs vivants ne sont... Alors, par contre, s'ils vivent sous le même toit que leur receveur, effectivement, là, il est quand même recommandé de se vacciner. Hein, et dans l'esprit de ce qui a été dit tout à l'heure, que de manière à protéger au maximum un transplanté, les personnes qui sont sous son toit se vaccinent. Donc le donneur, s'il est sous son toit, il se vaccine. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, madame ? Non, tout à fait. Non, ils correspondent aux mesures de la population générale. S'ils sont âgés, ils sont prioritaires. S'ils ont un autre facteur de risque, ils sont prioritaires. S'ils n'ont comme seule caractéristique d'avoir plus qu'un seul rein, il n'y a pas de priorité. Pas de facteur de risque supplémentaire. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main depuis longtemps, c'est monsieur Éric Boeuf. Oui, merci Luc. Juste une petite question. La première rejoint les propos de Mme Kessler. Comme il y a un suivi depuis 1 an donc de l'évolution de la maladie chez les dialysés et les greffés, est-ce qu'on a pu observer, par exemple, ce dernier trimestre ou ces 2 derniers mois, une évolution favorable depuis qu'il y a les vaccins notamment? Ce sera la première question. Et la deuxième question, je me pose toujours la question des effets secondaires. Plus on dit que plus on va vers la 2e ou 3e dose, plus les effets secondaires peuvent être, entre guillemets, plus forts. Alors déjà, 1, est-ce vrai? Et 2, quelle incidence pourrait-il y avoir comme effet secondaire sur le greffon? Je vais répondre à la première question, oui. Eric, et puis Luc répondra aux autres. J'ai sous les yeux l'évolution du nombre de cas, donc en Lorraine, chez tous les patients, je ne sais plus si c'est... Oui, c'est chez tous les patients. On a eu un pic qui a commencé, qui est apparu fin janvier, hein, et puis qui a duré jusqu'au 22 février, avec un maximum de 14 patients par semaine, hein, en Lorraine. Et depuis le 8 mars, on est à 7, 3, 6, 4 patients par semaine. Donc on peut dire que c'est moins, ça diminue, mais on peut absolument pas penser que c'est lié à la vaccination. Tout le monde est d'accord pour dire que les effets de la vaccination ne se feront sentir que lorsqu'il y aura au moins 50% de Français vaccinés. Mais comme je ne sais pas exactement quel est le nombre de dialysés, de greffés qui sont vaccinés aujourd'hui, peut-être que dans cette population-là, on commence à voir un effet. On peut peut-être souligner un point important dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est que, en particulier pour les dialysés, et pour les patients hospitalisés en général, il a quand même été vraiment souligné que la contamination virale qui conduit à une maladie Covid se fait quasiment toujours en dehors de l'hôpital.
Hein, ça c'est important de le souligner parce qu'il y a encore des personnes qui ont peur de venir en consultation. Bon, les dialysés, ils viendront de toutes les façons, évidemment, mais des très grosses études qui ont été faites sur des ensembles hospitaliers de très grande taille en Belgique, près de chez nous, au Canada, montrent que la contamination, elle se fait dans l'environnement. Donc, le message, il doit être rassurant vers les patients. Tout est fait à l'hôpital pour qu'il n'y ait pas de contamination. Et je n'ai pas en mémoire de situation de contamination dans les secteurs de consultation en particulier. Donc, vraiment, un message rassurant. Alors, pour les effets des injections répétées, des injections vaccinales répétées, alors, je ne parle pas de AstraZeneca, puisqu'on ne va plus le recommander en région Lorraine. Pour les effets des injections répétées donc de Pfizer ou de Moderna, enfin, j'ai pas retour d'effets croissants comme Monsieur Boeuf le suggère. Enfin, c'est très variable. Il y a des personnes qui font des réactions après la première injection, d'autres après la seconde injection, et puis plus ou moins fortes. Enfin, en tout cas, le message général, c'est que c'est plutôt avec l'AstraZeneca qu'il y a eu des symptômes marqués, mais avec les deux autres injections, ça s'est plutôt bien passé. Quant à des risques pour le greffon, des injections et des injections répétées, ça a été évoqué au tout début, au mois de décembre, compte tenu de la configuration des vaccins ARN. Mais en réalité, ça a été vraiment balayé comme risque parce que le risque, s'il existe, il est infinitésimal et à côté du risque lié à la maladie qui est extrêmement élevé, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc entre deux risques, faut pas hésiter à faire le vaccin, quoi. Zéro risque pour le greffon. Heureusement, on a parmi il y a eu des personnes décédées parmi les greffés, mais parmi les personnes qui ont récupéré après le passage en réanimation, j'ai en mémoire une seule personne qui a perdu son greffon. Enfin, c'est du fait de la réanimation, etc. Enfin, les greffons ont plutôt sont passés au travers des hospitalisations et de la réanimation. Enfin, mais bon, les mains se sont levées. Allez, Monsieur Buchmann, qu'on n'a pas encore entendu. C'est à vous, Monsieur Buchmann. Juste prendre le micro, si vous voulez bien. Voilà. Ça y est? Oui, ça y est, on vous entend. Alors moi, j'avais une question, parce que c'était aussi par rapport aux vaccinations. Les personnes qui ont été vaccinées la première fois avec AstraZeneca, il a été dit qu'ils peuvent être vaccinés une deuxième fois avec soit le Moderna ou le Pfizer et que la vaccination serait de meilleure qualité. Qu'en est-il? Je peux répondre. Allez-y, allez-y. C'est actuellement, donc, ça ne pose aucun problème, tant en matière d'efficacité qu'en matière de sécurité. Et même, vous savez, les jeunes de moins de 55 ans qui avaient reçu déjà une première injection d'AstraZeneca, comme le vaccin était contre-indiqué chez eux, désormais, on ne pouvait pas faire autrement que de les vacciner avec un vaccin ARN messager. Et je voudrais tout simplement, pour enlever tout, il n'y a aucune raison d'ordre immunologique, d'ordre virologique, il n'y a aucune raison pour penser qu'il puisse y avoir un problème. Et je vous rappelle que la plupart d'entre vous sont vaccinés avec le pneumocoque. Comment on fait la vaccination pneumocoque? On utilise un premier vaccin et puis on utilise un deuxième vaccin. Donc, ceci n'a jamais posé le moindre problème. Donc, je crois qu'il faut balayer cette inquiétude supplémentaire qui a émergé après
des discussions dans les médias, et puis il n'y a aucun problème. Hein. Ce qu'il faut, c'est faire fabriquer des anticorps. Et quelle que soit la façon dont on le fait, ça n'est absolument pas dangereux. Donc tous ceux qui ont reçu un premier AstraZeneca vont recevoir un deuxième, soit Pfizer ou Moderna. Ok, merci. Monsieur Cuevas, une autre question? Oui, alors moi je vais faire de la digression par rapport à la vaccination. Je reviendrai par rapport à la dialyse. Alors certes, actuellement, la circulation du virus est forte, mais quand peut-on espérer un peu plus de liberté en dialyse et retrouver les collations? Ah, c'est un... Les dialysés retrouveront la liberté quand les Français, dans leur ensemble, retrouveront la liberté. Oui. Je crois qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, c'est un point très important. Luc a déjà insisté à plusieurs reprises sur les gestes barrières. Tant que le virus circulera dans le monde, il faudra respecter les gestes barrières. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement de la maladie, il n'y a que de la prévention. Il n'y a que 2 préventions possibles. La première, c'est la vaccination, mais on est loin de que tout le monde soit vacciné. Et la deuxième, c'est le respect des gestes barrières, même pour les gens qui sont vaccinés. Donc, ça, je crois que ce n'est pas demain que... et le problème des collations, alors, bon, je vais revenir. Voilà, Luc va en parler, mais si je devais imaginer quelque chose, je ne comprends pas pourquoi on ne les sert plus, puisqu'on pourrait très bien faire le principe du plateau repas, c'est-à-dire une collation préparée à l'avance, sous vide, enfin sous cellophane, qui est distribué aux patients, ou que les patients vont prendre à un moment. Bon, pour moi, ça a toujours été quelque chose de... Enfin, une mesure curieuse. Mais Luc va vous dire ce qui a été peut-être décidé. Le problème des collations, c'est que clairement, au début, dans les premiers mois, il y a eu des hésitations, mais ce que subissent les restaurants aujourd'hui, toutes les fermetures, on voit bien que c'est au moment où on mange qu'on a un niveau de contagiosité qui est très élevé. Et donc, la discussion autour de la collation, c'était aussi par rapport aux mesures prises par les personnels dans les structures d'hémodialyse pour faire en sorte de ne pas contaminer les patients, etc. Et donc, arrêter les collations pendant les séances est devenu une mesure logique, même si ça a été, il faut le reconnaître, vraiment mal vécu pour la plupart des patients dialysés. Toutefois, en fait, ce qui est aussi à souligner, c'est que la collation est une situation qui, durant la séance de dialyse, est une situation qui peut perturber la séance de dialyse. Parce que ce qu'ont observé en particulier les personnels des secteurs, c'est que le fait qu'il n'y ait plus de collation, eh bien, ça a conduit à ce que les séances de dialyse étaient plus stables, moins de problèmes de chute de tension, moins de problèmes de déconnexion, moins d'alarmes, donc une séance de dialyse plus efficace a priori. Et on est là en fait face à une discussion qui en fait précède le virus, précède la pandémie, c'est que le bénéfice de la collation, il y a un bénéfice de bien-être, un bénéfice, ça tous les patients le disent, c'est vraiment fort, mais le bénéfice en termes de performance de la séance de dialyse, il doit être sous-pesé. Donc bon, et donc pas de collation et ça se prolonge. J'ai pas notion que cette la consigne de reprendre les collations va sortir. Ça reste un sujet de débat. Je ne sais pas, Monsieur Cuevas, si vous voulez ajouter quelque chose de votre point de vue sur cette suppression des collations Non, mais comme vous disiez, c'est très apprécié par les patients et ça faisait ça donnait l'impression d'une coupure pendant la séance de dialyse. Oui. Voilà. Donc, et des patients expliquent aussi qu'il y a une sécheresse
muqueuse en particulier qui est exacerbée pendant la séance, et que le simple fait de boire, c'est de se rafraîchir, ça soulage aussi. Hein. C'est tout ça, il faut le prendre en compte. Hein. Mais bon, manger ensemble et avoir des aérosols de virus, ça c'est quelque chose qui contamine, quoi. Donc c'est la difficulté. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir la circulation du virus. Même si elle ne sera pas aussi importante que maintenant, on risque de l'avoir pendant des mois et des mois. Oui. Ça, c'est vrai. Oui, est-ce qu'il ne faudra pas prendre un jour la décision de se dire, bon, certes, on peut attraper le virus malgré le vaccin, mais on évite la forme grave, comme vous le disiez, et donc tant pis si... oui. Sûrement, ça va être il faut se vacciner, il n'y aura plus de raison d'avoir des contraintes extrêmes. Hein. Il faudra vraisemblablement continuer à faire attention. Mais moi, je pense qu'on pourra peut-être lever un petit peu, oui. Alors, il reste très peu de minutes, très peu de temps, donc on va passer la parole à Monsieur Caté qui n'a pas encore parlé. Oui, bonjour. J'ai une question concernant, j'ai eu les 2 vaccinations au centre hospitalier de Remiremont, mais est-ce que les centres qui font les vaccinations seront prévenus qu'on doit avoir une 3e vaccination? La DGS, c'est comment dire, une parole vraiment qui vient de tout en haut. Hein. Alors, tout le monde est censé l'avoir entendu. Hein. Donc, alors, avec le courrier qu'on vous envoie, il faudra, ça confirmera un petit peu qu'il y a indication chez vous à se vacciner, mais a priori, simplement avec votre ordonnance, si la DGS a dit 3e vaccination, c'est 3e vaccination dans le centre. Il n'y a pas de discussion. Donc il faudra quand même une ordonnance pour la 3e vaccination. Non, pas d'ordonnance. Vous dites, vous êtes transplanté. La DGS a dit que vous avez besoin d'une 3e injection. Ben, le centre de vaccination doit vous faire l'injection. D'accord, je vous remercie. Alice, vous aviez encore une question? Vous avez la main levée? Oui, alors une de mes questions vient d'avoir sa réponse. Sinon, dans le courrier qui va préciser que les conjoints sous le même toit doivent être vaccinés, eux auront besoin d'une ordonnance du médecin, par exemple, ou l'ordonnance sera jointe avec le courrier? Non, il n'y a pas d'ordonnance. On n'a jamais fait d'ordonnance en fait pour se faire vacciner. La vaccination est réalisée dans le centre de vaccination par le médecin qui connaît l'indication, qui la valide. Hein, donc, même on pourrait considérer que votre conjoint pourrait aller dans un centre de vaccination en comment dire, en démontrant que il vit sous le même toit qu'une personne à risque et qu'il doit se vacciner. Enfin, c'est pas encore écrit par la HAS, mais ça va pas tarder à sortir. Et de toute façon, comme je disais, il faut que la population se vaccine largement. Donc, je ne vois pas un centre de vaccination refuser quelqu'un au motif en discutant cela. D'accord, donc un justificatif de domicile, par exemple, pourra suffire. Comme lui, il a 40 ans, il n'est pas encore dans les âges où un justificatif de domicile, justificatif qu'on vit sous le même toit qu'un transplanté ou qu'une transplantée, puis oui. D'accord, très bien. Et donc ce courrier va arriver là prochainement, dans les prochains jours? Oui, voilà. Il va partir d'ici demain. Dans les prochains jours, vous allez le recevoir. Très bien, merci.